Alors, mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle rencontre du Book Club le matin. Nous sommes dans le cadre du programme des rencontres Book Club le matin en marge du salon du livre et de l'édition. C'est notre troisième année consécutive qu'on organise ces activités en marge du salon et on est très heureux de pouvoir présenter à chaque occasion des auteurs, des autrices qui viennent nous partager leur dernière parution. Alors, ce soir, on a essayé d'imaginer un nouveau format. C'est la première fois qu'on le lance. Il s'agit d'inviter deux écrivains, deux auteurs en parallèle, qui vont nous partager leur dernière parution. Et on va se poser tout de suite la question, pourquoi aujourd'hui deux écrivains? Parce qu'il y a des thématiques communes. Et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Nour Iken pour la présentation de son dernier livre, Nous étions une île. Et Jean Zaganalis pour son livre Nos vies sont faites comme ça. Alors les deux livres parlent d'amour, parlent de jeunesse, et bien plus. Je ne vais pas parler plus que ça, je laisserai le plaisir à mon ami Khouloud Kibali, journaliste et modératrice culturelle, de nous dire un peu plus et d'interviewer nos deux intervenants ce soir. Avant de céder la parole à Khouloud, j'aimerais juste remercier nos partenaires qui sont le Sofitel Jardin des Roses qui nous accueille ici même, la librairie Porte d'Enfants. Et je tiens à vous signaler qu'à partir de demain, on a encore un autre programme qui va se déployer dans un autre site, ici même à Rabat, au niveau du site de Challa. Le site historique de Challa, c'est l'occasion aussi de faire découvrir ces espaces. Donc jeudi, vendredi, samedi, chaque jour, une rencontre à partir de 19h. Donc on sera heureux de vous accueillir aussi parmi nous. Voilà, sans trop tarder, je te cède tout de suite la parole, Khouloud. Merci beaucoup. Merci Ali. Je remercie le Book Club du groupe Le Matin, comme je remercie mon ami Amin Amsnaoui et la librairie Porte d'Enfants et le Sofitel de nous accueillir pour ce concept très original. On essaye, donc le Book Club essaie de promouvoir la culture en général et la lecture en particulier, et c'est une initiative très louable. Alors aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir à accueillir deux personnes que j'apprécie énormément, donc Nour Iken pour son livre Nous étions une île, et Jean Zaganalis, que je suis depuis une autre vie, quand j'étais journaliste à plein temps, et que j'écrivais aussi sur des sujets qu'on partage, notamment les tabous et la sexualité, la transsexualité au Maroc. Donc, avant de commencer, je voudrais dire que je ne vais pas spoiler les livres. Le but, quand même, est que vous ayez assez envie de les lire et de vous les procurer. Ils sont là. Je vais demander à Nour et à Jean de se présenter, mais que Nour présente Jean et que Jean présente Nour. J'ai besoin d'une présentation très subjective parce que je sais que vous vous connaissez depuis des années et le livre de Nour est présenté dans le livre de Jean et je trouve ça magnifique entre auteurs. On commence par Nour. Oui, bah écoutez, d'abord je vous remercie d'être là, si nombreux. Et concernant Jean, ça a été une très belle rencontre. Il y a un an, tout simplement, au Ciel dernier. Et on s'est mis à discuter en fait de nos livres et il m'a parlé de son projet de faire un livre sur l'adolescence. Donc je lui ai offert le mien parce que c'était... enfin, on s'est entendu, le feeling est passé. Et étonnamment, ce qui m'a le plus touchée, c'est que je retrouve mon livre dans son livre. En fait, il y a une mise en abîme. Je suis du passé dans un présent qui est là. La technique, ouais. Écoute, ouais, bah voilà, ça fait peut-être un an, alors presque jour pour jour, parce que c'était au salon du livre du Ciel de l'année dernière. J'étais arrivé pour dédicacer, et en fait, j'étais arrivé un peu avant, parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux la sortie du premier été. Et quand j'ai lu l'histoire, j'étais en train, voilà, de terminer, enfin, j'avais fini le premier jet, mais il y a tout ce travail très fastidieux de relecture, de réécriture, et j'étais en train... Enfin, j'avais vu le premier été, et j'ai dit, mais là, il y a des choses, oui, qui m'intéressent. J'aime beaucoup lire des choses sur la thématique sur laquelle j'écris, et effectivement... Nos vies sont faites comme ça, raconte une histoire d'amour entre deux lycéens et tout. Puis là, j'ai dit, tiens, c'est des thèmes avoisinants. Et j'étais arrivé, on avait fait connaissance et j'avais rencontré en fait quelqu'un de très sympathique. C'était allé, puis
j'étais pas protocolaire, même je t'avais dit reste encore, de toute façon je vais me balader, je vais faire un petit tour, je m'en fiche de commencer, parce que je devais dédicacer juste après toi, et on avait fait connaissance avec ton frère aussi, Badr, hein, quelqu'un de très sympathique également, bah ouais, non, on avait sympathisé. Et en fait, après j'ai lu le roman, et j'ai vraiment un coup de cœur pour le roman, j'ai pas pu le lâcher, enfin c'était magnifique, hein, c'était cette espèce de poésie, de territoire romantique, cette découverte hein, finalement de l'amour. Et alors j'ai vu qu'il y avait des choses qui étaient très loin de ce que j'écrivais, d'autres très proches, mais j'ai eu envie effectivement de faire de son roman un personnage à part entière du mien. Et c'est comme ça qu'après on a gardé contact et sympathisé. Magnifique, merci. Alors Nour, vous êtes à votre deuxième roman, publié chez Maha Édition, et je tiens à préciser que Maha Édition a été lancée par une journaliste, Michel Desmottes, et c'est une autre initiative pour encourager l'édition au Maroc. Donc vous êtes à votre deuxième roman, Nous étions une île, après votre le premier été, une suite très attendue et un autre plongeon, j'ai envie de dire, dans l'univers palpitant de l'adolescence, avec tout ce qu'elle comporte, tout ce que comporte l'adolescence, l'insouciance, les rêves, etc. Mais beaucoup de douleurs aussi, beaucoup de désillusions, j'ai envie de dire. Et on sent la mainmise de l'adulte et des gens un peu trop sensés qui se refusent aux rêves et qui essayent de museler une parole, d'interdire un amour. Donc, j'ai pas envie de dire le livre, bien que je pourrais très bien le faire. Qu'est-ce qui vous a inspiré au fait déjà ce plongeon dans les années 80 ? Parce qu'on découvre des choses desquelles on n'entend plus parler. Hein. Moi, je me suis mise à chanter en lisant Savon la main, Sabou le keuf, et j'avais le spot publicitaire qui revenait dans la tête. Donc, qu'est-ce qui a inspiré Nous étions une île qui a donné envie aux gens de revenir au premier été et de le lire, au fait, Justement, finalement. je crois que ce qui m'a le plus inspiré, c'est tous ces jeunes qui sont tous, tout le temps plongés dans leur téléphone et qui ne vivent plus réellement la vie, la présence réelle. Ils sont constamment dans quelque chose de virtuel. Et c'est là que je me suis dit, mais à notre époque, quand on était jeune, c'était différent. Il n'y avait pas de virtualité, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Et on prenait le temps, en fait. On prenait le temps de s'ennuyer, mais ce n'était pas négatif. On s'ennuyait et ça nous permettait d'écouter, d'apprécier, d'observer autour de nous, de réfléchir aussi par nous-mêmes, de ne pas être entraîné dans des médias et être comme quelque chose, enfin une idée qu'on a maintenant, on est entraîné par le reste du groupe. Et à partir de là, je me suis dit, mais que feraient des adolescents à cet âge-là et qu'est-ce qu'on a fait, nous, à cet âge-là, quand on était jeunes et qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux. Donc, il n'y avait que notre occupation, il n'y avait que nous. Et finalement, on communiquait mieux quand les outils de communication d'aujourd'hui n'existaient pas. C'est assez paradoxal, parce qu'à l'époque, les adolescents étaient quand même assez renfermés, réservés quant à leurs sentiments, parce que le milieu et la réalité les empêchaient de s'exprimer, ils étaient un peu brimés. Mais en même temps, ils étaient beaucoup plus humains, il y avait plus de relations sociales, parce que le seul rapport qu'on pouvait avoir, c'est une présence réelle, c'est le contact, ce qu'on a de moins en moins de nos jours. Et c'est ce qu'on voit dans le livre de Jean, c'est-à-dire je m'en rends compte quand je lis le livre de Jean, la différence que l'adolescence a pris, comment elle a évolué en si peu de temps finalement. Alors j'ai d'autres questions, mais avant tout, j'ai une question pour vous deux sur les citations au début de vos livres. Donc j'ai remarqué que Jean, vous aviez choisi une phrase, une citation de Bret Easton Ellis dans Les lois de l'attraction. La graine de l'amour a pris racine et si nous ne brûlons pas ensemble, je brûlerai seul. Pourquoi Bret ? Pourquoi cette citation, au fait ? Alors, il y en a eu beaucoup de différentes. Hein, et celle-là, justement, ce qui m'a plu, le roman raconte l'histoire, qu'est-ce qui se passe avant une histoire d'amour, avant qu'une histoire d'amour débute. Donc, on ne sait pas, finalement, si elle va débuter ou pas. Je ne veux pas spoiler la fin. Et je trouvais que cette citation de Bret Easton Ellis, qui a beaucoup, lui aussi, travaillé dans le milieu adolescent, etc., américain, elle reflétait bien ce que vit Nicolas. Nicolas est profond. Nicolas va tomber amoureux du premier regard d'une fille qui est nouvelle dans son lycée.
Alors ça se passe pas sur une plage comme le roman de Nour Riken, c'est vraiment dans la salle de classe. Ça commence 1er septembre, ça finit en juin, il y a 9 mois, donc là la symbolique elle est forte. Dans ton deuxième roman, il y a aussi cette symbolique du 9 mois, qui est c'est comme une naissance en fait. Et cette idée, elle est aussi chez Nour dans le deuxième. Moi, quand j'écris le premier, j'ai pas lu le deuxième. Et du coup, cette citation, en fait, Nicolas, il est fou amoureux de cette fille, mais il prend conscience, justement, c'est aussi un moment, il rentre dans la maturité, que cette histoire d'amour, c'est pas parce qu'il est amoureux d'une fille qu'elle va forcément, elle, être amoureuse de lui. Et quand bien même elle est amoureuse de lui, peut-être qu'elle ne se sent pas, justement, d'entrer dans une histoire d'amour. C'est toujours compliqué, justement, de s'engager dans des sentiments avec quelqu'un. Et donc, ça représentait bien Nicolas, c'est-à-dire si quelque part il s'embrase pas avec cette fille, il s'embrasera seul, et que peut-être justement tout ce qui se passe avant une histoire d'amour est tout aussi important que l'histoire d'amour en elle-même, si elle a lieu ou pas. C'est ça que veut dire la citation. Alors Nour, vous avez choisi une chanson de Phil Collins, et là encore une fois on se retrouve à fredonner une chanson avant même d'entamer la lecture. C'est la chanson Two Hearts. Et vous avez choisi le refrain, au fait, Two hearts believing in just one mind, beating together till the end of time. Pourquoi Phil Collins et pourquoi cette chanson? D'ailleurs, le premier aussi commence par la citation d'une chanson. Et à l'époque, je crois que même maintenant encore, les adolescents, ils ont une bande-son pour leur vie. Avec leurs écouteurs, ils ont une bande-son. C'est-à-dire qu'ils avancent dans la vie tout en ayant la musique. Et cette musique-là, c'était la bande-son des années 80, l'une des bandes-sons des années 80. On en trouve d'autres d'ailleurs dans le livre. Alors, nos vies sont faites comme ça, parlent d'une relation très contemporaine. On parle de PS4, de Switch, d'écran télé, pendant que nous étions une île, parle d'une époque où tout ça n'existait pas encore. Mais on a des points en commun. C'est une histoire d'amour entre un non-musulman et une musulmane, un non-musulman qui tombe amoureux d'une musulmane, et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite. J'ai envie de dire, c'est une question que je vous ai posée tout à l'heure, Nour, mais pourquoi Raphaël n'est pas un Ibrahim? Et c'est la même question, pourquoi un Nicolas n'est pas un Ibrahim? Parce que, quelque part, c'est l'interdit de l'interdit. C'est pas seulement la relation avec un musulman, non. Là, c'est une relation avec un Nasrani, c'est-à-dire un étranger, donc un étranger même à son éducation, à son entourage, à sa famille. Et c'était là l'objectif, c'était vraiment de pousser le contraste à ce point-là, le paradoxe à ce point-là. Alors, moi, il y a eu un autre parti pris, c'était justement de jouer avec le paradoxe des identités. On est aujourd'hui dans un monde où de plus en plus, on croit trouver des cohérences inventées à des identités. Moi, je suis parti de l'idée que voilà, Nicolas, effectivement, va tomber amoureux de Selma. Nicolas n'est pas musulman, Selma l'est, mais Nicolas est né au Maroc. Il parle d'Arija, connaît le foot marocain. D'ailleurs, oui, je précise, il est supporter du FUS de Rabat, comme certains. Ah non, le FUS de Rabat, vous savez que je rate là le quart de finale de la Coupe du Trône de l'équipe féminine du FUS de Rabat pour être ici avec vous. Hein. Si, il jouait aujourd'hui, d'ailleurs, il faut que je regarde le score. Donc, voilà, Nicolas est né au Maroc. Il va une fois par an en France pendant les vacances de Noël, mais Nicolas est né au Maroc. Il parle d'Arija couramment. Il supporte le FUS de Rabat. Il connaît le rap marocain, là, El Grande Toto, tout ça. Il connaît les coins de la Médina, il connaît les coins populaires. Selma, elle, est née en France. Ses deux parents sont marocains. Elle est née en France. Elle est née à Paris. Elle va très peu au Maroc, sinon l'été. Elle ne sait pas du tout ce que c'est les œufs au chili, par exemple. C'est pas du tout. C'est Nicolas qui lui apprend ce que sont les œufs au chili. Et j'avais demandé à ma femme, que je remercie. Sans ma femme, mon roman ne serait pas ce qu'il est. Et qui m'a dit que ça peut être crédible. Hein. Quelqu'un qui, des MRE qui viennent très rarement au Maroc, ne savent pas forcément ce que sont les œufs au chili. C'est Nicolas qui lui apprend ce que sont les œufs au chili. C'est un moment, Nicolas, qui lui fait aussi découvrir un peu les usages du Maroc. Et à un moment, il y a Ramadan. Pendant le roman, il y a Ramadan. Salma fait le jeûne du Ramadan et Nicolas fait une journée de Ramadan avec elle. Et après, je laisse au lecteur imaginer quel est le rapport qu'il peut avoir. Mais ce que j'ai voulu montrer, c'est que les identités ne sont pas figées, elles sont complexes. Et c'est des cas de figure qui existent. Après, le roman est inventé, je ne m'inspire pas de... Mais j'ai voulu vraiment déconstruire cette identité figée qu'on croit tellement cohérente.
Ma femme, des fois, me dit, tu es encore plus marocain que les Marocains. Voilà, c'est elle qui est meilleure juge que moi. Alors une autre similitude, hein, c'est la solitude tout simplement. Donc Tania a la mainmise, l'emprise de ses parents, où elle ne sait pas s'en surveiller, ses mots sont surveillés, son cœur est surveillé, mais elle est seule à faire son chemin de vie. Pendant que Nicolas a une maison vide avec des parents qui sont jamais là, parce qu'ils sont ingénieurs. Et on sent cette solitude, même si elle concerne deux périodes distinctes, très présente chez une fille que les parents littéralement ne laissent pas respirer, mais chez un garçon qui a tout le temps de faire tout ce qu'il veut, mais on sent quand même entre les lignes, et même c'est écrit explicitement, qu'il est très seul. Pourquoi le thème de la solitude? Parce que c'est l'essence même de l'adolescence, je pense. C'est un moment où les adolescents ont tendance à se retirer en eux-mêmes. C'est un entre-deux où l'âme est en train de se construire, ils sont en train de se reconstruire en tant que personne, ils sont en train de devenir, et dans devenir, il y a deux mots. Il y a venir de l'enfance et aller vers l'âge adulte. Et pendant cet âge-là, eh bien, je crois qu'ils se retirent. Ils se retirent de leur entourage, de leur famille. On a souvent cette impression d'appeler ça l'âge ingrat. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont ingrats, je veux dire physiquement, c'est aussi ingrat par rapport à leur rapport au monde. Ils sont dans l'esprit critique, ils sont un peu dans la révolte, ils sont rebelles. Et puis, ils sont persuadés qu'ils vont faire de grandes choses et qu'ils vont pouvoir réaliser de grandes choses. Et c'est ça, en fait. Ils sont en train de se construire et pour cela, ils ont besoin de s'enfermer sur eux-mêmes. Moi, c'est cette vision que j'ai. Je veux dire, que ce soit Tania qui soit enfermée par ses parents ou même ses cousines, elles sont dans une solitude. Mais c'est une solitude de personnes en devenir. Et Nicolas, c'est la même chose. Et Selma aussi, c'est la même chose. Cette solitude-là est présente. Oui, même s'il y a quelque chose, alors dans ton roman, à un moment, j'ai beaucoup aimé quand Tania disparaît pendant 10 jours et ses parents croient qu'elles sont chez une copine. Moi, mon personnage, c'est inimaginable. Il est seul, mais en même temps, il est contrôlé. Il y a la femme de ménage. On soupçonne, même s'il y a des fois juste un texto, même, par exemple, le jour de son anniversaire, les parents de Nicolas ne vont pas lui envoyer de texto. Mais régulièrement, ils font quand même attention. C'est-à-dire, et les notes, il y a un truc de regard. Donc, il est paradoxalement très seul et très contrôlé. Oui. Et par exemple, ce que Tania vit, Nicolas ne pourrait pas. Ah oui, parce qu'il y a la surveillance des réseaux, enfin du téléphone. Ce qu'elle n'est pas à l'époque. À l'époque, à la limite, on pouvait donner comme excuse je vais chez ma cousine. La géolocalisation n'existait pas encore. Et puis, Mais après, il y a les livres aussi dans mon roman. Et ça, par exemple, Selma est une grande amatrice de livres. D'ailleurs, Nicolas, que tu disais, c'est la Switch, la PS4, le foot, draguer les filles comme ça en soirée. Puis une fois qu'on sort avec elles, on a gagné. Puis là, Nicolas comprend qu'en fait, le véritable amour, il n'y a rien à gagner, rien à perdre. C'est-à-dire, c'est ce que tu disais dans le premier été, c'est se livrer. Voilà, on se livre à l'autre. Et pour justement la séduire, il va commencer à lire des livres qu'elle aime bien. Alors là encore, le paradoxe, enfin tu disais de l'identité. Salma, elle lit Mémoire d'une fille de Annie Ernaux. Et Annie Ernaux, c'est une de ses auteurs préférés. Et le deuxième livre qui rentre en scène, c'est Nicolas qui trouve Amour bilingue d'Abdelkébir Khatibi dans un taxi et qui l'offre. Voilà. Et ça, j'ai voulu vraiment jouer. Tout le roman, en fait, est vraiment construit comme ça. C'est Nicolas, le Français, qui vit au Maroc, qui parle d'Arija, etc. Elle ne parle pas d'Arija. Et qui va offrir, justement, à Salma un roman d'un grand écrivain marocain, Abdelkébir Khatibi, que j'aime beaucoup. Et voilà. Et du coup, Selma, enfin, je ne vais pas spoiler la fin, mais Selma, à un moment du roman, elle offre à Nicolas le premier été de Nouriken. Et elle dit, ça nous portera bonheur. Donc tu vois, il y a tout un symbole, une symbolique dans les livres. Et c'est pas gratuit de te citer. C'est vraiment, ton roman est un personnage du mien. Et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Ouais. C'est un jeu... Moi, ce que j'ai aimé chez Jean, dans son livre, c'est que ce jeune garçon qui était justement limité au PS, petit à petit se verticalise et grandit. Et à travers les livres, à travers l'amour qu'il a pour Selma, il grandit et... il devient quelqu'un de plus mature et de plus important autour de lui, prend de la place. Et c'est ce qui est très intéressant quand on le lit. Alors, il y avait une question sur la mention du livre de Nour, mais vous avez répondu avant. C'est pas grave. Alors, Jean, vous êtes beaucoup, hein, mais
ce que j'ai retenu de votre parcours pour avoir eu un peu les mêmes centres d'intérêt et les mêmes préoccupations sociétales, j'ai envie de dire. Vous vous intéressez à l'évocation de la vulnérabilité des corps et des espaces hétérotopiques au sein des productions littéraires. Vous êtes l'un des fondateurs du Cercle de littérature contemporaine avec Mamoul Babi, Abdullah Baïda et Marie Agsous. Moi, l'un des personnages, tous les personnages sont attachants, mais j'ai eu un coup de cœur pour Rim et de la naissance même de l'amitié avec Nicolas. Cette amitié née de ce qui aurait pu être un grand scandale au lycée. Donc Rim est en train d'embrasser une fille et Nicolas est le détenteur solitaire de ce secret qu'il ne donne pas, chose qui est presque impossible de nos jours. Les rumeurs circulent même quand elles n'existent pas et ça donne, d'ailleurs c'était l'une des inquiétudes de Rim, l'harcèlement scolaire, la persécution, et cette amitié née d'un scandale qui a été tu grâce à Nicolas, et elle évolue, et je pense que c'est très inspirant comme amitié, j'ai envie de dire. Pourquoi Rim est ce qu'elle est dans votre livre? Donc, je suspecte un peu les réponses, mais je voudrais que vous nous en parliez un peu plus. Oui, en fait, c'était pour montrer que Nicolas, c'est vrai que c'est un jeune garçon qui est voilà, gentil, pas très bosseur, pas très malin, mais qu'il a quand même des principes, il a quand même des valeurs. En seconde, il va à une soirée, et puis en même temps, il pensait draguer Rim et sa copine, et en sortant, il s'aperçoit que Rim fait un bisou sur la bouche à sa copine, discrètement, il le voit. Et là, Rim aussi prend conscience que, justement, quand on est lesbienne, il faut rester dans le placard, etc. Moi, j'ai toujours pensé qu'on est dans un monde pluriel, il y a une pluralité des modes de vie et de pensée. On peut être homophobe, on peut stigmatiser, c'est le monde pluriel, mais on peut aussi considérer que les personnes LGBT sont des êtres humains comme nous et que c'est pas à nous de juger la vie des autres. Et ça, Nicolas, ça fait partie de sa maturité, effectivement. Bon, Rim l'aide aussi à faire ses devoirs et tout, c'est pour ça qu'il sympathise, lui c'est un glandeur. Mais effectivement, il va jamais dire à ses potes qu'elle est lesbienne, il va vraiment lui rester fidèle. Et c'est vrai qu'être ado, c'est aussi découvrir l'amitié. C'est aussi découvrir la pluralité, la complexité du monde. Après, Rim n'est pas parfaite, à moi, on lui fait un sale coup aussi, mais il reste quand même fidèle. Et je voulais montrer que Nicolas, c'est quand même un mec bien. Et sur la question de l'homosexualité, puisque tu parlais, ben Nicolas, il est un peu homophobe aussi, comme tous les garçons. Alors ça aussi le paradoxe, sa meilleure copine est lesbienne, et il veut même pas entendre parler. D'ailleurs, il découvre que la perte de la virginité passe pas forcément par la pénétration. Hein. Son ami lui dit, c'est le premier orgasme que j'ai eu en tant que lesbienne. Voilà, c'est ça ma première fois. Donc ça le dépasse. Il est mignon, ça, mais un peu con aussi. Et du coup, c'est qu'avec ses potes, il est très homophobe et tout ça. Et à un moment, il va lire Mathieu Lindon, Ce qu'aimer veut dire. Et il se rend compte que le personnage de Mathieu Lindon dans le roman est homosexuel. Et Nicolas se dit, mais je ressens la même chose avec Selma. Et je veux dire, par-delà, là encore, ça démolit l'identité. Par-delà nos particularismes, notre identité, etc., je pense qu'on a des différences, on peut également, pas obligé d'aimer tout le monde, mais on fait partie d'un monde commun. Et ça, c'est important, c'est ce qui différencie peut-être l'homme de l'animal, son humanité. Il y a une pluralité, mais on appartient tous à un monde commun. On n'est pas tous obligés de s'aimer, mais... Et ça, moi, j'aime bien. Quand il lit le roman de Mathieu Lindon, il s'aperçoit, Mathieu Lindon, il est amoureux de Rachid, et lui, il est amoureux de Selma, et il s'aperçoit qu'il a des affinités avec ceux qu'il rejetait avec un regard homophobe. Après, c'est de la littérature, et je pense que la littérature nous met face à la complexité de la vie. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est un roman qui, effectivement, veut mettre la complexité en avant. C'est exactement cela. Alors, Nous étions unis est une ode à l'adolescence insoucieuse, assoiffée de liberté avec un S, et d'amour, une adolescente que les gens, comme j'ai dit, tentent de museler, les gens trop sensés, comme je m'amuse à les appeler, de taire, de placer dans une sorte de moule des complaisances et du socialement correct, une jeune fille amoureuse, silencieuse, mais qui bouillonne à l'intérieur, une jeune femme en devenir, véritable volcan en implosion, et qui observe sa vie défiler parce que les grands en ont décidé ainsi, et ils ont mis une étiquette sur tout, même sur l'amour, surtout sur l'amour. Alors au début, vous avez fait une sorte de table des matières où vous avez décrit tous les personnages. Mais comment vous avez posé telle caractéristique sur tel personnage? Comment vous avez sculpté les personnages de votre livre, que ce soit le premier été
où nous étions une île? C'est venu naturellement, en fait. C'est devenu de manière... enfin, j'ai commencé par le haut de la pyramide, si on veut, c'est-à-dire la grand-mère qu'on appelle Lella, Madame, et qui est la figure qui représente l'autorité. Et donc, à partir de là, eh bien, ça s'est égrené, les branches. Il y avait les tantes, et en dessous des tantes, il y avait les jeunes filles. Et donc là, sur 3-4 générations, on voit l'évolution de ces femmes à travers dans le Maroc, à travers leur mentalité, leur façon de se comporter, leurs habits. Et au-delà de l'histoire d'amour qu'il y a dans Nous étions une île, il y a toutes ces traditions, enfin, certaines parties de ces traditions qu'on est en train d'oublier. Et j'ai essayé de les inscrire un peu, c'est-à-dire de les rendre un peu plus immortels en les écrivant, en en parlant. Notamment, je pense, si je demande aux personnes présentes J'allais dire oui. ce que c'est que le babor. Bien sûr, maintenant, là, en face de moi, je pense que j'ai un public qui connaît, mais la dernière fois, j'avais un public adolescent et personne ne savait me répondre. Qu'est-ce que le babor? Hein? Le samovar, exactement, le samovar, tout à fait. Et la dernière fois, j'avais avec moi, c'était un groupe de jeunes et aucun ne savait ce que c'était que le samovar. Aucun ne savait que c'était quelque chose qu'on utilisait pour chauffer l'eau, pour faire le thé, et c'était important, en fait, voilà. Et la grand-mère se révolte contre ce comportement-là. Elle leur dit, qui a donné aux filles le droit au savoir extérieur sans qu'ils connaissent le savoir intérieur? Et le savoir intérieur, c'est les traditions. Donc, sortir de la maison, il n'y avait pas de problème, mais il fallait quand même connaître ces traditions et les garder avec soi. Et c'est ça qui était important à noter. Une question pour vous deux. Est-ce que vous avez déjà pensé à une réadaptation au cinéma? Parce que une autre similitude, c'est que vous avez 2 livres très visuels et très sonores. On est tout de suite dedans. Les dialogues nous branchent. Au fait, on est tout de suite devant le décor. Et j'ai trouvé ça très, très visuel. Parce qu'on peut lire des livres, mais on ne se sent pas forcément dedans. Est-ce que vous avez pensé à des réadaptations de cinéma? On commence par Jean. Ben, moi, ça va être rapide, non. non, mais Si jamais l'occasion se présente. Oui, il y avait un moment, allez, non, parce que ton rôle, il faut vraiment mettre en avant les personnes qui modèrent et vraiment, vraiment jouer le jeu. Tu vois, si je dis non, c'est vraiment très antipathique. Alors, à un moment, j'avais rencontré Nourdine Lahmari, qui avait fait des films que j'adore, Burnout, les Casanegra, il y en a le premier. Zéro, avec le père, oui. Et à un moment, il avait lu mon premier roman, Le périple des hommes amoureux, et même l'affiche, il disait, c'est vrai que c'est des gens comme ça, perdus le soir, Casa, plusieurs histoires, qui s'enchevêtrent, et c'est resté lettre morte. Il m'a quand même invité chez lui, on avait discuté et tout. Moi, voilà, si un jour quelqu'un adapte, je serais ravi, mais par contre, voilà, comme je suis quelqu'un de très cool, hein, Nour le sait, moi, il en fera ce qu'il veut, le réalisateur du roman. C'est-à-dire même, il peut transformer, il peut faire comme L'amour ouf, il a complètement transformé. Gilles Lelouch, moi j'ai adoré le film, j'ai lu le roman, mais c'est 2 mondes différents, quoi. Je pense, voilà, je serais complètement indifférent. Si un jour un réalisateur veut adapter un de mes romans, il fera comme il voudra. Mais vraiment, hein, vraiment. Et j'ai jamais pensé à cette idée. Je sais qu'on me le demande souvent, on me dit que parce qu'il y a beaucoup de dialogues, il y a beaucoup de moments qui sont assez dynamiques, on me dit tiens, ça serait bien de l'adapter au cinéma. Mais enfin pour l'instant, j'en suis pas là. Ah non, je serais derrière le producteur et là non, il faudrait que ça soit. Ça serait presque la surprise, je vais au cinéma, je découvre. D'accord. Ce serait très cool, moi, Alors il y a des gens, et j'en fais partie, qui sont très fidèles au livre. Moi par exemple, je ne pleurais jamais quand j'ai vu Le Parfum au cinéma, j'en ai pleuré de rage. Parce que la première scène, par exemple, la naissance du protagoniste n'était pas respectée dans le film. Et pour moi, c'était ce qui donnait le ton à tout le livre. Et au fait, il y a des gens qui sont tellement fidèles au livre qu'une fois, ils sont très exigeants vers le cinéma. Et voilà. Mais il faudra peut-être préciser que vous avez donné votre autorisation pour qu'on transforme
votre livre et qu'on le réadapte au cinéma. Alors j'ai demandé à Nour tout à l'heure si elle voulait nous lire une partie. Moi j'ai eu énormément de coups de cœur dans votre premier livre et dans le second. Mais il y a une page, et le terme que j'ai utilisé c'est fracassé. Il y a une page qui m'a littéralement fracassée, c'est la page 116. Et là, le chapitre s'appelle Un simple flirt. Et je vais vous dire pourquoi après. Ce serait original, oui, que Jean lise, oui. Oui, allez. Non, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. Alors, du coup, de où à où le truc qui t'a fracassé? Alors, jusque-là, ok. Non, mais du coup, je vais lire moi. Ouais, je suis quelqu'un de très. Puis après, j'ai demandé à ma femme si elle veut lire un extrait du mien. Non, je plaisante, je plaisante. C'est une blague. C'est une blague. En plus, bon. Alors, je lis donc l'extrait, page 116-117, juste un flirt. Raphaël n'arrive pas à comprendre ce que Tania lui a annoncé. Que l'attendre un mois n'avait pas été suffisant. Qu'il faudrait attendre toute une année scolaire. Toute une année scolaire? Est-ce qu'elle imaginait l'aberration de ces mots? Il avait attendu que l'été soit fini pour la revoir, mais l'été était fini, elle n'était toujours pas là. Ou plutôt, elle est à 5 mètres de lui, tout le temps, avec interdiction de la toucher. Elle voudrait qu'il vive un supplice pendant 9 mois. Je ne veux pas, je suis désolé, je ne connais pas vos règles de vie, je ne sais pas ce que tu as juré, ni de quoi on t'a menacé, mais je ne pourrai pas t'attendre. Je ne suis pas maso, je ne suis pas fou. La première fille qui me plaît, je lui saute dessus. J'ai été ton premier homme, je serai le premier, second ou 10e d'autres filles, je m'en fiche. Je la prendrai dans mes bras, devant toi, je remplirai sa bouche de ma langue, je serrerai son corps entre mes jambes, et tu regarderas sans pouvoir détourner les yeux. Je veux que tu souffres, je veux que tu comprennes la cruauté de ce que tu m'imposes. Je veux que tu souffres, car c'est toi qui aurais dû être à sa place. Ah oui, je veux que tu souffres, car c'est toi qui aurais dû être à sa place, de la fille. On va me dire de t'oublier, que tu n'étais qu'un simple flirt d'été. Mais c'est déjà fait. Je la cherche déjà, cette autre qui ne jouera pas avec mes sentiments, dont les bras ne se feront pas hésitants. Je la cherche, le seul souci, c'est qu'elle te ressemble pour le moment. C'est brutal, mais hurlant d'amour en même temps. Donc on voit qu'il cherche à lui faire mal. Mais en même temps, ces mots viennent d'un amour qu'il n'arrive pas à faire vivre finalement. Dans tout le livre, au fait, on sent une certaine légèreté, beaucoup d'humour pour traiter des sujets. Mais cette partie-là, vous y êtes allé franco. C'est des mots qui blessent. Et c'est des mots qui... Moi, par exemple, quand je les ai lus la première fois, j'ai un peu pleuré parce que c'était tellement brutal venant d'un homme amoureux, mais tellement blessant envers celle qu'il aime. Comment a été le process d'écriture de cette partie, au fait? C'était évident, c'est un adolescent qui souffre, qui comprend, elle vient de lui annoncer qu'elle ne pourra pas rester avec lui parce qu'elle a promis à sa mère sur le Coran de ne pas s'approcher de lui pendant 9 mois, justement, elle a le temps de non, sa mère n'est même pas au courant qu'elle avait limité le temps, elle lui jure juste de... Et elle lui annonce, et cet homme, ce jeune homme est blessé, il est tellement blessé, il est tellement outré parce qu'il l'attendait. Il attendait le retour, il attendait qu'elle revienne après les vacances. Et finalement, elle est là, elle est près de lui, mais tellement loin de lui en même temps, et c'est très difficile pour lui. Voilà. En tout cas, on sent la frustration, on sent l'arrachement et l'éloignement. Un cri de révolte. C'est vraiment un cri de révolte. Ben, je vous remercie pour cette partie. Ça fait partie de mes grands coups de cœur. Dans une autre partie, vous nous ramenez en enfance. Moi, personnellement, je reviens en enfance. Je pense à la marelle que je jouais avec les enfants dans la rue. C'est vrai qu'il y a des choses qui existaient auparavant. On pouvait jouer dans la rue sans se soucier. Au fait, on avait accès à la rue parce qu'on embêtait tellement les parents à la maison qu'ils nous disaient « sors jouer ». Et donc la marelle, Tania se retrouve à jouer sur les carreaux de sa chambre. C'est un moment d'une innocence incroyable parce qu'elle-même, l'adolescente, elle se retrouve enfant.
Et donc, on se retrouve dans une sorte de retour dans le retour, finalement. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et juste après, il y a cette fameuse partie où vous parlez du savon, la main. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Saboul Kef. Voilà. Ça aussi, il faudrait poser la question, est-ce que les gens se rappellent de Saboul Kef? Oui, voilà. Ah, Saboul Kef. Ça aussi, On avait des publicités incroyables à la télévision Voilà. marocaine. Hein. Moi, je me souviens encore de la publicité de Saboul Kef ou bien de Tony Gencil, le temps, mais ça nous vieillit. Donc, on va arrêter. Et donc, Saboul Kef, la dame qui l'avait, elle refusait la lessive. C'était juste à un moment où arrivait la lessive, elle disait non. Saboul Kef avec l'id, c'est comme ça qu'on nettoie là. Et vous en faites la promotion pour ce que vous dites, le linge est nickel par la Ouais, suite. oui. Donc, elle fait de la publicité, c'est un Saboul Kef, placement de je sais pas. produits dans le livre de Norican. Faudra les faire payer. Je suis une communicante, donc placement de produits, je connais. On va parler de théâtre. Donc, il y a une scène assez amusante où les enfants volent le décor d'une des tentes pour faire leur pièce de théâtre. J'en profite pour vous demander quelle est votre relation avec le théâtre et qu'est-ce qui vous inspire, que vous inspire le théâtre justement? Étonnamment, le théâtre à l'époque, à mon époque, n'existait pas au lycée. Et c'est un petit groupe dont j'ai fait partie qui l'a recréé. Maintenant, c'est devenu quelque chose, un atelier, je pense que vous avez très important. Voilà. Alors que c'est grâce à nous, hein, ça n'existait plus. Je vais pas faire la promotion de l'école publique, mais le théâtre était très présent à l'école publique. Ah bon? Ouais. Ouais. Et cette époque-là, donc je reprends cette anecdote qui est plus ou moins véridique, où on a décidé de recréer tout seul, c'est-à-dire sans professeur, on a recréé l'atelier de théâtre, on a voulu monter le voyageur sans bagages, mais seulement le problème, c'est qu'on n'avait pas de décor. On a pu avoir une salle de théâtre, mais on n'avait pas de décor, et personne pour nous aider. Et puis un jour, on a décidé d'aller voler le salon de ma propre mère, en fait, voilà. On a volé son salon, ses chaises, ses fauteuils. On a tout ramené sur la salle voilà. Et lorsqu'elle a assisté, elle, à la scène, à la pièce de théâtre, elle ne comprenait pas parce que c'était son salon qui était en face d'elle. Et c'est tout ce qu'elle a vu de toute la scène, c'est tout ce qu'elle a vu de toute la pièce de théâtre. Elle n'a vu que ça. On avait trouvé quelqu'un pour nous le transporter. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur les deux livres, mais je pense que je vais donner 5 minutes au public pour poser des questions, parce que sinon, je vais vous raconter les deux histoires et ça ne servait à rien de vous procurer les livres par la suite. Est-ce qu'on a des questions? Sinon, je peux continuer. Donc, on continue. Est-ce qu'on peut espérer une saga de chez Noriken? Parce qu'on a envie Tania, elle fait désormais partie de notre vie. Hein. On a envie de voir et de vivre avec elle tout ce qu'elle aurait vécu dans les années 80. Votre livre fait du bien pour différentes raisons. Parce que pour des personnes qui sont nées dans les années 80, mais qui n'ont pas vraiment un souvenir dans les années 80, on a un plongeon dans des souvenirs qu'on a peut-être vécus sans le savoir. Ça nous réconcilie avec une certaine partie de notre histoire, ça c'est important. Ça nous réconcilie avec des positions de nos parents qu'on ne comprenait pas forcément à l'adolescence. On comprend que ça vient d'une peur inouïe de nous perdre, donc il y a un petit côté réconciliant que j'aime bien. Mais il y a aussi beaucoup de tabous. Beaucoup de tabous sont tombés dans la revendication quelconque. Il y a des tabous, il y a les secrets de famille, il y a le socialement correct, et puis ce grand interdit qu'est l'amour entre deux personnes qui ne sont pas de la même religion, où on peut transverser ça sur deux personnes qui ne sont pas du même niveau social ou de la même caste. On a au Maroc le Fassi qui refuse l'autre, le Amazir qui se refuse à l'autre, communautarisme assez présent, de moins en moins. Dans le premier été, de moins en moins, mais c'est toujours c'est quelque chose qui a la dent dure. Est-ce qu'on peut s'attendre à une saga? Moi, ça en fait, c'est que Tania, enfin, elle est au début de sa vie. Il n'y a pas qu'elle. Elle a deux cousines avec elle. Et en fait, c'est tous les
le champ des possibles que peuvent prendre ces personnages-là. Et c'est ça qui m'intéresse. J'aimerais bien aller, enfin je suis curieuse de savoir où ils vont aller. Et puis on peut considérer les deux premiers romans comme des sortes d'effets papillons, sortes de battements d'ailes très légers qui ont été faits pendant l'adolescence, mais qui vont avoir des conséquences importantes dans le futur. Voilà. Donc je pense que oui. Michel Desmottes, si tu es là. Il est où? Prochain ciel. Ok. Alors, Jean, je vais vous demander vos projets futurs et sur quoi vous travaillez en ce moment. Je sais que vous travaillez beaucoup sur des questions de genre. Sur quoi travaillez-vous en ce moment? Alors, en fait, nos vies sont faites comme ça. Alors, voilà, contrairement à Nour, je lui avais dit, là, Salma et Nicolas, c'est le premier volet d'une trilogie, mais ils disparaissent. Après, au lecteur d'imaginer leur avenir. Par contre, nos vies sont faites comme ça. Voilà, c'est le premier volume d'une trilogie qui se passe dans le même lycée, avec le même proviseur, la même ville, Rabat. Le roman se passe à Rabat. Par contre, la thématique du premier, c'est l'amour. Dans le deuxième, la thématique que j'ai voulu explorer, c'est la violence. Il y a toujours une histoire, c'est un roman, la violence. C'est l'histoire d'une fille, le roman commence, elle éclate la tête d'un mec qui lui a mis la main aux fesses en sortant devant le lycée, et le proviseur lui dit, soit tu es viré, soit tu montes une équipe de foot, et en arrière-plan, le proviseur est là en tête, ça va être une vitrine de mon école pour montrer qu'on est féministe, voilà, Coupe du Monde 2030, etc. Et elle, en fait, elle n'a aucune envie de monter une équipe de foot féminine dans son lycée. Elle joue avec des mecs dehors, c'est une fille très violente, et là j'exploite. Alors là encore, Nicolas il est seul, il est parfois un peu paumé, etc. Cette fille aussi de mon prochain roman, elle est seule, elle est paumée, mais elle justement elle se ressource dans la violence du foot, jouer avec des mecs, prendre des coups, etc. Et donc elle va monter son équipe de foot féminine dans le lycée et apprendre à s'ouvrir aux autres. Donc il n'y a pas du tout en plus d'histoire d'amour dedans, elle est accompagnée par un prof, voilà, qui lui aussi se fiche complètement, c'est un prof de musique, il s'en fout du foot, il pense que c'est un sport de crétin. Et en fait, on va voir que derrière tout ça, non, le foot, c'est aussi des valeurs humaines, de la solidarité, des objectifs, de la remise en cause, de l'humilité, de la solidarité, du collectif, voilà. Donc le roman, et c'est vrai que la question du genre, elle est importante. Ça fait 2 ans que je baigne dans le milieu du foot féminin marocain, et autant la question de la masculinité des looks, par exemple, mon personnage féminin, elle a un dégradé, elle a un crâne carrément rasé, et elle fait très mec, elle a un maillot de l'OM, des phares, et voilà, c'est comme ça qu'elle s'habille, avec un survêt, des baskets, le maillot des phares, et voilà, il a le crâne quasiment rasé, enfin le dégradé, quoi. Voilà. Très bien, on a hâte de vous lire tous les deux. Qu'est-ce qu'on cherche à construire et qu'est-ce qu'on cherche à déconstruire à travers un livre? Est-ce qu'on a déjà cette approche, ce regard de vouloir déconstruire une idée, un idéal, un préjugé, et de construire quelque chose? Est-ce que vous êtes dans cette approche-là? Personnellement, je cherche à construire une immortalité, tout simplement. Pour certaines personnes, même si ce sont que des personnages, même si ce n'est qu'une fiction, mais ne pas les perdre, ne pas perdre la mémoire par rapport à certaines personnes qui ont existé, à certaines situations, à un temps. Et ce qui m'a le plus choquée, c'est un jour, enfin je parlais avec une jeune étudiante et elle me dit « Je suis en train de visiter le musée du XXe siècle ». Et ce qu'elle m'envoie, c'est ce qu'on avait nous, les objets qu'on avait, c'est-à-dire le téléphone fixe, la machine à taper. C'est pas la préhistoire, c'était il y a juste 20 ans, 30 ans peut-être. Et j'ai besoin de garder une empreinte de tout ça, parce que c'est important. Et puis c'est notre culture, c'est nos traditions, et on sent qu'elles ont tendance un peu à disparaître. Oui. Jean ? Disons, moi, dans ce roman et puis dans le suivant, ce qui m'intéresse, c'est saisir quelque chose, effectivement, de la fragilité. Tu as dit la question de la fragilité, de la vulnérabilité. En fait, pendant que j'écrivais ce roman, pendant 2 ans, j'avais vraiment en tête qu'est-ce que c'est justement la fragilité d'un adolescent, l'année du bac, qui tombe amoureux pour la première fois. Et il se rend compte qu'il tient vraiment à cette personne. Et vraiment saisir qu'est-ce qu'il peut ressentir le soir quand ça se complique. Il y a tout un tas de péripéties, d'anecdotes.
Qu'est-ce que peut ressentir justement un jeune complètement paumé dans sa vie, livré à lui-même, les parents voilà, absents d'un voyage à l'autre, et même les potes avec qui il est, c'est toujours complexe, une amitié à cet âge-là. Qu'est-ce que peut ressentir ce garçon-là quand à un moment, ben, il a son premier amour, voilà, qui va rentrer dans sa vie presque malgré lui? Qu'est-ce qu'il peut ressentir? Et dans le deuxième, c'est ça aussi. Qu'est-ce que peut ressentir justement une jeune fille à fleur de peau, qui a des rapports très violents avec sa mère? Tu vois, là aussi, je m'inspire, hein, je me suis lu de ça. Il a des rapports très violents avec sa mère, physiquement. Qu'est-ce que peut ressentir une gamine qui est en première, qui à un moment se prend des coups de poing, des baffes, qui se fait arracher les cheveux par sa mère? Qu'est-ce qu'un peut ressentir cette gamine-là face à voilà, quelque chose qui s'offre à elle, monter une équipe de foot? Ça veut dire gérer une quinzaine de joueuses et des lycéennes comme elle. Voilà. Qu'est-ce que peut ressentir une femme, une jeune fille comme ça, paumée dans sa vie, dans cette situation-là? Je pense qu'on va bientôt finir, mais j'ai d'autres questions à vous poser. Notamment, là, et on retourne aux similitudes, on parle d'adolescence dans des milieux assez aisés, donc on peut parler de jeunesse dorée facilement. Donc jeunesse dorée dans les années 80, des années qui n'ont pas été tout roses pour le Maroc, mais on a un autre aspect de ces années-là, donc une famille qui est renfermée, qui continue son chemin de vie sans forcément être impactée par ce qui se passe au niveau politique au Maroc. Pour Nicolas aussi, c'est des parents assez aisés. Il a un grand appartement, il a tout ce dont peut rêver un adolescent ou une adolescente. Comment voyez-vous l'évolution des mœurs au fait et de la culture justement dans des milieux assez sélects, assez élitistes? Est-ce qu'on est forcément un peu plus ouvert d'esprit parce qu'on a été à une grande école, ou est-ce qu'on redevient super traditionnaliste dès qu'un sujet ne fait pas partie de notre confort intellectuel et culturel? Et moi, personnellement, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Pour moi, l'ouverture d'esprit, elle est partout. L'ouverture d'esprit, la grande majorité des Marocains l'ont, mais elle se communique pas dans un milieu ouvert. Elle se communique entre eux, elle se communique à travers les paroles ou les confidences, mais pas nécessairement dans le groupe. Et donc, quel que soit le milieu, l'ouverture d'esprit existe. Elle est là, elle est présente, et on la voit. On la voit aussi en partie dans un des paragraphes lorsque on parle de Mina. Mina qui fait le ménage, c'est Raphaël, et qui en même temps fait autre chose de sa vie. Voilà, exactement. Oui, alors, moi, c'est vrai, ça se passe dans des milieux plutôt aisés. Ben, j'allais dire, j'aurais beaucoup de mal à écrire, tu vois, sur un lycée public, des classes populaires ou moyennes. C'est un milieu que je connais moins. Alors, je ne dis pas que je m'inspire forcément de là où j'enseigne, mais je connais mieux peut-être les classes aisées, enfin, les classes ou classes moyennes plus du Maroc que celles qui, voilà, sont. Mais je rejoins Nour, hein, c'est-à-dire, c'est un moment, peut-être qu'un jour j'écrirai dans ce milieu, mais il faudra vraiment que je rentre dans ce milieu. Par exemple, ce que je connais maintenant avec le roman sur lequel je travaille, le milieu du foot féminin, et notamment, voilà, j'en profite pour le dire, le jour où on voudra vraiment valoriser le football féminin au Maroc, il faut donner les mêmes infrastructures, les mêmes salaires aux joueuses qu'aux joueurs, le même respect, les mêmes entraîneurs. Non, non, j'ai vu, par exemple, je vais dire, quand je suis allé voir l'équipe de Yacoub Mansour féminine, en deuxième division, qui jouait contre le RCA à Casa, il y a le stade du Père Gégaud où jouent les mecs, super stade, tribune 10 000 places, et là où jouent les femmes, c'est pourri. C'est un terrain où il n'y a même pas de place pour voir debout. Donc ça, j'en parle dans mon roman parce que je connais, mais j'ai beaucoup de mal à ne pas parler de ce que je connais pas. Par contre, à un moment, mon personnage Nicolas est à Marrakech, il voit une femme, voilà, qui est en train de faire les poubelles, et à un moment, il se dit, mais je suis né au Maroc, c'est aussi mon pays, qu'on le veuille ou pas. Je m'appelle Nicolas, je ne suis pas de nationalité marocaine, mais je suis né au Maroc, c'est mon pays. Et cette femme qui est en train de faire les poubelles, voilà, elle est marocaine et elle fait partie de mon pays, du pays où je suis né. Et là, il se dit, peut-être quand je serai plus grand, je ferai voilà, des études et je m'intéresserai au problème de la pauvreté, de la précarité au Maroc. Je ne peux pas m'en foutre sous prétexte que je suis des classes bourgeoises. Et ça, cette scène, elle est importante. Elle est conjointe d'ailleurs à la prise de conscience qui va vraiment s'engager dans son histoire d'amour, qui est aussi l'histoire de faire partie d'un pays qui est le Maroc.
pays où il est né, où il est né. Et puis, il est à noter que dans les années 80, il n'y avait pas réellement cette différence comme ça de classe. Les gens se mélangeaient énormément. Enfin, je veux dire, on n'avait pas cette notion de la bourgeoisie. Non, les gens étaient les uns avec les, surtout les jeunes. Enfin, je veux dire, on n'avait pas du tout ce qu'on remarque de plus en plus de nos jours. Ouais. Voilà, non, j'ai un dernier truc. Par exemple, à contrario, l'équipe féminine de Yacoub Mansour joue dans le même stade que l'équipe masculine. Ça, c'est très bien. L'équipe féminine du FUS, il a fallu que cette année, Mehdi El Kaïchouri, hop, la fasse bouger du stade Amal, qui n'est même pas un stade homologué, et aille. Donc, il y a, voilà, c'est-à-dire il y a des choses en progression, mais mon personnage, voilà, est très sensible à ça, à ce qu'il voit. Et c'est vrai que je ne peux parler que de ce que je connais. Sinon, après, c'est caricatural. Tu vois, si je parle d'un gamin dans un lycée public des classes populaires, je ne connais pas. Il faudrait vraiment que je rentre dans ça. Et mon écriture est très marquée par ça, ce que je vis. Il y a l'aspect d'égalité des chances, hommes-femmes, dans tous les domaines, donc sport, politique, économie, mais aussi la performance qui était admirable des Lions de l'Atlas. Et le foot est très prometteur pour les femmes. Le foot féminin est très prometteur au Maroc. Donc, si elles jouent à Moulay Abdallah, ça serait pas mal. Quand elles ont perdu contre la Zambie, c'était au complexe Moulay Hassan. Peut-être qu'un jour on les verra, si bien sûr elles le souhaitent, avec 60 000 personnes derrière elles quand il y aura là, les prochaines échéances sportives. J'espère, de tout cœur. Inch'Allah, comme on dit. J'avais pleuré avec elle quand j'ai perdu avec la Zambie. J'ai pleuré avec elle, j'étais en bas. J'avais une carte presse, j'avais oublié de voir. J'ai pleuré avec elle. C'est la passion des gens. Alors, je voudrais qu'on parle de la couverture. Nous étions une île. Je sais qu'il y a eu une longue discussion. L'arbre au beau milieu de la mer, moi je sais qu'il représente, mais je voudrais vous entendre en parler. Dans l'arbre que représente, enfin qui est sur la couverture, c'est ces deux enfants, enfin ces deux jeunes, deux adolescents. C'est l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre et qui les fait exister uniquement l'un pour l'autre. Plus rien n'a d'importance quand ils sont l'un avec l'autre. Et comme je disais la dernière fois, il y a une phrase, un grand poète qui disait aucun homme n'est une île, tout homme fait partie du continent. Or, ces deux adolescents font partie du continent, ils font partie d'une famille, d'un entourage, d'une société qui les empêche de se fréquenter. Mais l'amour qu'ils ressentent l'un pour l'autre, eh bien, va les extraire de cette appartenance et il va leur créer un territoire uniquement à eux, où rien ni plus personne n'a d'importance, uniquement eux. Et c'est ça, nous étions une île, c'est-à-dire que plus rien n'a d'importance. Jean, nos vies sont faites comme ça. Quelqu'un de très accro à la langue française aurait dit nos vies sont faites ainsi. Mais comme ça, c'est un langage de Jones. Est-ce que c'était fait exprès justement d'avoir un langage un peu familier, un langage d'aujourd'hui justement, ce qu'on entend dans les lycées et entre jeunes? Le titre, c'est très simple. Je trouvais pas. Moi, j'ai toujours eu du mal pour trouver les titres. Et on était, voilà, en plus, mon épouse, elle le sait, on était allé avec mon neveu, tout ça, acheter des kebabs. L'OM venait de gagner, c'était l'été. Et à un moment, je rentre dans voilà, l'endroit où ils vendent les kebabs en France. Et j'entends une chanson, mais j'aimais beaucoup, là. Et je demande à mon neveu, mais c'est qui chante? J'adore ça. Il me dit, c'est Jul. Ah, je dis, je connais pas. Non. Tu vois, il y a 2 ans, je savais pas qui était Jul. Ah non, puis là, j'ai écouté, j'ai adoré. En plus, sur YouTube, tu vois, voilà, quand même, la technique sur YouTube, tu peux tout trouver de Jul. Et à un moment, j'entends, voilà, la chanson dans le kebab, c'était La vie est faite comme ça. Voilà, brune aux yeux bleus. Et en fait, dans la chanson, je crois comprendre que c'est un voyou. Il se fait arrêter par une femme policière. Voilà, elle a la frange sur le brune aux yeux bleus, elle a la frange sur le côté. Et à moi, je me suis dit, voilà, il y a aussi un peu les contrastes, etc. Et j'ai dit, ah non, mon roman, je vais l'appeler Nos vies sont faites comme ça, clin d'œil à la chanson de Jul. Et ça, c'est pas négociable. Ça, par contre, voilà. Autant avec l'éditeur, on peut négocier, réfléchir, mais ça, de toute façon, même, il a même pas discuté. Il l'a pris et la couverture, d'ailleurs, en parlant de John, c'est un de mes élèves qui l'a fait, Mohamed Larklou, qui a fait la couverture, et effectivement, j'aime beaucoup. Il y a une scène clé qui se passe au Café des Oudayas à l'entrée, et du coup, ça représente bien une scène clé qui vivent tous les deux au Café des Oudayas.
Je vous remercie tous les deux Ben, on te pour remercie. ce moment. Ah oui. Et je remercie le book club du groupe Le Matin, la librairie Espace Porte d'Enfa, Madame Amina Msnaoui, le Sofitel, Ali, pour cette belle occasion. Et puis j'espère vous revoir très 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 bientôt avec de nouveaux livres à nous présenter.